Bonjour à tous et bienvenue dans Invitation Voyage. Comme chaque après-midi de la semaine sur Arte, on a concocté pour vous 3 destinations qui, j'espère, vont vous permettre de parcourir la planète différemment. Aujourd'hui, on va remonter dans le temps en nous rendant dans les villes thermales cossues de l'Allemagne du 19e siècle avec Fyodor Dostoïevski. On va vous raconter comment cet écrivain russe de génie s'est retrouvé mêlé à cette riche société européenne qui jouait sa fortune au casino. À l'époque, le casino était le rendez-vous de l'élite de Hambourg. Tout le monde n'y avait pas accès. Et n'oublions pas que lui rêvait d'en faire partie. Je ne vais pas tout vous dévoiler tout de suite, mais ces lieux ont fait naître le joueur, l'un de ses chefs-d'œuvre. De la chaleur humaine, il y en a, vous verrez, à bord du TGM. TGM comme Tunis, La Goulette, La Marsa. Le TGM, c'est un train qui relie Tunis à sa banlieue depuis plus de 150 ans et qui unit les différentes communautés au fil de ses 18 arrêts. Le seul endroit où il y avait des choses qui pouvaient se passer, c'était dans le TGM. Rien de tel que de monter à bord pour sonder l'âme de la Tunisie. Nous avons répondu à l'invitation de Christelle aujourd'hui. Elle regarde Invitation au voyage comme vous et elle a eu envie de nous montrer un endroit qu'elle ne partage habituellement qu'avec ses amis. Un rocher dans le Var aux multiples secrets. Je voyage. Là, ici, moi, ça m'évoque des paysages américains. Couleur du Colorado, un petit peu. Dostoïevski n'était pas en grande forme psychologique et financière quand il s'est installé en Allemagne, pas très loin de la frontière française. Il voulait se refaire, eh bien il s'est perdu au casino. En relisant Le Joueur, qu'il a écrit en 27 jours sur place, nous, on a eu envie de revivre avec vous ce qui a fait l'âge d'or des villes thermales allemandes, des lieux à la fois de débauche de richesse et de perdition. On part donc vers Bad Hombourg, c'est Dostoïevski notre guide. On dit que c'est mauvais signe de tenter sa chance 2 fois de suite à la même table. Et puis, le vrai grand jeu, c'est Hombourg. Dostoïevski, le joueur. Voilà ce qu'écrit Fyodor Dostoïevski, l'un des plus grands écrivains russes. L'auteur de Crime et Châtiment, à la fin de l'année 1866, alors qu'il est en route pour la ville qui s'appelle aujourd'hui Bad Hombourg. Comme ses grandes voisines Baden-Baden ou Wiesbaden, c'est une jolie ville d'eau en plein essor, réputée pour son parc thermal. Dostoïevski va les fréquenter régulièrement pendant presque 7 ans. Mais pour l'écrivain, Bad Hombourg, c'est surtout là où il va concevoir l'un de ses plus grands succès, Le Joueur, un roman sur l'addiction écrit en 5 semaines et qui va accompagner sa propre déchéance au casino. Quand Dostoïevski est arrivé ici, il était pauvre comme Job. Il croulait sous les dettes. Il était malade. Il cherchait bien sûr le bon air qui fait la réputation de Bad Hombourg. Mais il cherchait surtout le jeu pour se libérer de ses dettes. Dostoïevski fuit la répression tsariste contre ses écrits révolutionnaires, mais aussi sa première femme et ses nombreux créanciers. Mais comment un écrivain fauché échoue-t-il ici, dans ce milieu aux airs très aristocratiques ? Quand il arrive ici, Bad Hombourg est une ville d'eau en pleine expansion. Une ville qui attire des gens venus de toute l'Europe, et surtout des Russes et des Anglais. Aujourd'hui encore, les bains respirent ce passé glorieux, mélange de bien-être et d'entre-soi. Aristocrates et demi-mondaines, artistes, aventuriers et rentiers. Tout cela forme l'une des plus importantes communautés russes d'Europe. Vitraux, sculptures, bonnes manières. Sans oublier cet autre passe-temps de la bonne société, celui qui a tant fasciné Dostoïevski, le jeu. On avait construit ici un casino, et c'est grâce à ces bénéfices qu'on a fait des tas de choses dans la ville, comme l'éclairage public ou l'ancien bâtiment des thermes dans lequel on jouait aussi. Autre financement, le gaz, l'accès au réseau ferroviaire, un des premiers golfs d'Europe. Le malheur des uns fait le bonheur de la ville. Comme souvent dans l'histoire, c'est à la fois malédiction et bénédiction. Le malheur des joueurs a contribué à la richesse de la ville, ce qui attirait de nouveaux visiteurs.
Le casino n'a certes plus grand-chose à voir avec l'immense salle de bal de l'époque, détruite lors d'un bombardement de la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est bien le casino de Dostoïevski, avec ses lampadaires, ses tables de roulette et l'inusable rituel des croupiers polyglottes. À côté du bar, une plaque rappelle aux consommateurs le passage du célèbre visiteur, le bar qui porte bien évidemment son nom. L'enjeu ici, c'est la communication et les relations sociales. À l'époque, le casino était le rendez-vous de l'élite de Hambourg. Tout le monde n'y avait pas accès. Et n'oublions pas que lui rêvait d'en faire partie. C'était peut-être 150 ou 200 joueurs qui s'amassaient sur plusieurs rangs aux tables de roulette. Le deuxième et troisième rang se massaient derrière les premiers, observant et attendant leur tour, mais dans l'impatience de temps en temps, on voyait se tendre un bras pour poser une mise. Homme du peuple, Dostoïevski méprise ses héritiers arrogants. En même temps, il envie leur insouciance à perdre des fortunes. Et sur cette gravure d'époque, certains pensent que c'est lui qu'on reconnaît, hésitant, avant de miser ses maigres économies. Ce n'est pas facile de définir quel genre de joueur était Dostoïevski. Il a fait les erreurs typiques du débutant. Il a d'abord misé sans instinct et a gagné. C'est typiquement la chance du débutant, celle qui l'a enthousiasmé et passionné. Il s'est dit qu'il avait tout compris, et comme tant d'autres, il a déchanté quand il a réalisé que c'était un jeu de hasard. Dostoïevski se met à perdre, beaucoup. Lorsqu'il parvient à fuir la table de roulette, il erre autour du parc de la ville. De temps en temps, je marchais ainsi, parfois presque 4 heures de suite, après quoi je rentrais à Hambourg, fourbu et affamé. À l'hôtel, où j'occupais un cagibi, j'avais complètement réglé 2 jours auparavant. Si je perdais, il fallait que je retrouve une place de domestique, au cas où je n'aurais pas trouvé de Russe qui m'embauche comme précepteur. L'écrivain réclame toujours plus d'argent à son frère et sa femme restés à Saint-Pétersbourg. Mais impossible de se refaire. Pendant ce temps, Crime et Châtiment, le roman qu'il doit rendre à son éditeur, ne cesse de prendre du retard. Et puis, il y a cette autre épée de Damoclès qui pend au-dessus de sa tête. Il avait signé un contrat léonin avec son éditeur russe qui voulait lui extorquer un autre roman. S'il ne le rendait pas en temps et en heure, Dostoïevski perdrait ses droits sur tous les romans à venir. Le roman qui va sauver Dostoïevski, c'est Le Joueur. Aujourd'hui encore, un de ses best-sellers. Une confession orale qu'il va dicter en 26 jours à la jeune sténographe Anna Snitknina. À l'issue de cette aventure, elle deviendra sa seconde épouse. Tout s'y retrouve. Alexei, le héros, qui ressemble étrangement à Dostoïevski, les accès de folie et de dépression, et même certains personnages qui ont réellement existé, comme la comtesse russe qui s'élève. La comtesse Kiselev, qui vivait ici, est devenue dans le roman la babouchka, petite grand-mère. C'était une femme très astucieuse. Elle a perdu ici des millions, mais elle était en même temps actionnaire du casino. Ses propres pertes lui permettaient donc de rejouer. À Bad Homburg, la nostalgie de cette lointaine époque se sent à chaque coin de rue. Les habitants sont fiers de leur Dostoïevski. Sauf que, dans le roman, la ville s'appelle Roulettenbourg, et que dans la région, d'autres villes se disputent également l'héritage du Grand Russe. Que ce soit Baden-Baden, Bad-Homburg ou Wiesbaden, toutes ces villes prétendent que Le Joueur a été écrit chez elles, et chacune l'utilise pour sa publicité. Celle qui se veut la véritable héritière, c'est Wiesbaden, à 40 km de là. Ici aussi, Dostoïevski a joué. Ici aussi, il a perdu. Sauf qu'ici, tout est plus riche, plus chic, plus ambitieux. Les villas d'époque, les bains, les hôtels. Sans oublier, bien sûr, le casino et sa statue de l'écrivain. Le metteur en scène Christian Franke a choisi cette ville pour monter justement Le Joueur. J'aime faire des mises en scène en dehors des théâtres. Et donc on s'est dit, montons notre pièce dans le palais thermal. On a fait le tour des salles et finalement on en a choisi une. Ce n'est pas la salle de la roulette, ce serait un peu plus compliqué d'ailleurs, mais on sent quand même sa présence. Dans ces lieux, comme sortis d'un roman russe, on sent la grandeur un peu passée de Wiesbaden,
ville impériale et capitale économique. On voit plein de gens en fourrure ici. Toutes sortes de dames qui pourraient être la babouchka du roman. L'autre jour, avec ma costumière, on a vu une très vieille dame avec un manteau jaune canari. C'était très drôle. Ici, on croise encore des gens que l'on ne voit nulle part ailleurs en Allemagne. Comme si le temps s'était un peu arrêté. C'est stimulant, fascinant et très marrant. À Wiesbaden, Dostoïevski a joué. À Wiesbaden, il va aussi en guérir. Après avoir perdu son argent en Allemagne pendant 7 ans, la légende dit qu'il se réveille un jour devant une église orthodoxe. De plus en plus mystique, il promet alors à sa femme Anna de ne plus jamais jouer. De cette période trouble de sa vie, le joueur reste comme un testament. Un testament aussi de l'âge d'or des villes thermales allemandes, dont la Première Guerre mondiale sonne définitivement le glas. Aujourd'hui, Bad Homburg est presque devenu une banlieue de Francfort, même s'il y flotte encore un air de ce monde disparu. Les Russes ont même commencé à revenir, mais plutôt que le casino, ils lui préfèrent désormais l'église orthodoxe qui trône dans le parc. J'ai d'abord vu la communauté mourir. Toute la vieille génération a disparu. Je les ai tous accompagnés sur leur dernier chemin. Et puis, en 91-92, les nouveaux Russes sont arrivés. Et l'église s'est à nouveau remplie. Et comme la religion a aidé à sauver Dostoïevski, l'archiprêtre est prêt à lui pardonner. La dépendance au jeu est une maladie. Nous sommes esclaves du péché. Nous devons être les serviteurs du Seigneur et non pas les esclaves de nos prédispositions. En passant par le parc, Dimitri peut admirer les villas de la grande époque, rénovées par les nouveaux Russes, riches banquiers d'affaires et avocats pour la plupart. Dans son appartement, peuplé de souvenirs de la Sainte Russie, on retrouve son épouse, la comtesse Monika. Sa fierté, c'est d'avoir pu ressusciter depuis quelques années la tradition des bals russes. Voici l'ancienne salle des bains. C'est dans cette grande salle que se trouvait initialement la table de roulette. On a toujours eu un groupe de danse. Une autre fois le ballet de Bolchoï. C'était une toute autre atmosphère. On fait des défilés de mode. Et voilà la salle de bal actuelle. Et chaque année, le casino nous prête une vraie table de roulette et de vrais croupiers. Et si jamais le fantôme de Dostoïevski rôde encore, il est bien entendu le bienvenu au prochain bal. Bien sûr qu'il serait le bienvenu. Et ce serait très bien pour lui, car on ne joue qu'avec des pièces en chocolat. Donc, il ne peut pas lui arriver grand-chose. Comme disait Dostoïevski dans une des lettres à sa femme, s'il n'y avait pas cette satanée roulette, on pourrait vivre à Bad Homburg. Ces villes thermales ont donc laissé Dostoïevski sur la paille et l'auteur russe a gardé un souvenir amer de la société allemande du 19e siècle. Il a raconté ça de manière satirique. Du coup, certaines villes ne se sont pas forcément vantées de son passage. C'est l'encadré de Thomas Chauvineau. En Allemagne, 3 villes se disputent pour savoir qui a inspiré à Dostoïevski son roman Le Joueur. Wiesbaden, Baden-Baden et Bad Homburg. Mais il y en a une qui ne réclame rien. Badems. Badems, ce n'est pas très grand. 10 000 habitants. Dostoïevski y a séjourné 4 fois, en 1874, 1875, 1876 et 1879.
il écrit là une partie de son avant-dernier roman, L'Adolescent. Un roman injustement méconnu, comme Badems, l'histoire d'un jeune homme associable, fils illégitime d'un noble et d'une bonne. Mais ici, l'auteur russe ne s'est pas contenté de l'écriture. Il a joué aussi, beaucoup, son vice. Le casino de Badems, construit en 1720, est l'un des plus vieux d'Allemagne. Un casino aussi beau que piège, qui n'a rien arrangé aux dettes de Fiodor. Situé de part et d'autre de la rivière Lahn, Badems est une ville thermale qui, à part Dostoïevski, a attiré de nombreux curistes soucieux de se refaire une santé. Et pas des moindres. On peut citer entre autres le peintre Eugène Delacroix, les écrivains russes Ivan Tourgueniev et Nicolas Gogol, les musiciens Richard Wagner, Jacques Offenbach, et même Victor Hugo, le gratin de la culture européenne. Fin 19e, Badems, c'est une ville qui compte. La promenade le long de la rivière est des plus agréables. C'est ce que raconte Dostoïevski quand il écrit à sa femme Anna Enfin, à sa femme. Tout est ravissant, lui dit-il. Tout? Pas vraiment. Dans sa missive à Anna, il se plaint aussi beaucoup. On peut y lire des choses savoureuses comme « J'ai reçu ta lettre avec retard car cette tête de con de la poste restante a mal orthographié mon nom. » Un peu plus loin, il râle sur la cherté de la vie et les pensionnaires de l'hôtel qui se lèvent plus tôt que lui et ne lui laissent que les miettes au petit déjeuner. Dostoïevski à Badems, c'est TripAdvisor avant l'heure. C'est un endroit préservé des guides touristiques où va nous emmener Christelle dans un instant. On va gravir avec elle un rocher dans le Var, rouge comme les reliefs du Colorado. Mais avant cela, on monte à bord du TGM qui relie Tunis à la Marsa. Ça, c'est un moyen unique de découvrir en 45 minutes le visage authentique de la Tunisie. Regardez. La Tunisie, ses plages de sable fin et ses eaux hypnotiques. Un spectacle qui pourrait presque faire oublier des trésors cachés au détour d'une ruine antique. L'un de ces trésors est un petit train bleu et blanc, le TGM. Ce train de banlieue est devenu l'âme de Tunis. TGM, 3 lettres pour Tunis, Goulette, Marsa. 3 stations qui jalonnent son parcours de 18 km. Des lettres, mais aussi un trait d'union entre la ville et la mer, les riches et les pauvres, les religions. C'est toute une histoire qui commence à Tunis Marine, la station du centre-ville. Ismaël a le privilège de conduire cette rame mythique depuis plusieurs années. Ce train fait partie de mon enfance. C'est pour ces raisons que j'ai choisi ce métier. Je trouve du plaisir parce que je sens quelque chose de traditionnel. C'est quelque chose du patrimoine. Tout le monde prend le train parce que, comme j'ai dit, il y a quelque chose, il y a un charme. Beaucoup de gens, c'est une nostalgie de prendre le train TGM. Le TGM est l'un des tout premiers trains d'Afrique. Dans les années 1860, la Tunisie est un objet de convoitise pour les grandes puissances, la France, la Grande-Bretagne et l'Italie. Le train est le fer de lance idéal pour prendre pied dans le pays. Le bey de Tunis, encore souverain, ne sera pas difficile à convaincre. Il est ravi de céder une concession aux Anglais pour une ligne vers son palais d'été à la Marsa, au bord de la mer, à 18 km de Tunis.
La ligne est inaugurée par le bey lui-même le 31 août 1872. Tunis aura son train de banlieue avant même d'avoir sa banlieue. Après la colonisation en 1881, le train passe sous giron français. Le TGM, avec ses rames en bois, se met à la mode de Paris. Au fil des décennies, la banlieue va se construire et le train du roi devenir le train de tout le monde. Pour les Tunisois, le voyage commence dès le marchepied. Regardez là, il y avait une porte avec un hublot en cuivre. Ça, c'est la première classe. Tu as vu ces sièges? Regardez, tous ces sièges sont capitonnés. Là aussi, c'était capitonné. Par passion, Ali Tajouri revient chaque jour donner un coup de main pour permettre à cette vieille rame mise au rebut en 1977 de se refaire une beauté pour le futur musée. Du temps des Français, elles étaient vernies. Le bois, c'était de l'acajou. Quand je la regarde, je me rappelle mon enfance. Ma mère avec la tenue traditionnelle, c'est toute une histoire. Essayez d'imaginer, on habitait Sidi Bou Saïd à l'époque. Quand mon père rentrait avec les courses, on allait l'accueillir à la station. Quand je vois ce train, je remonte en arrière de 50, 60 ans. Moi, j'ai 2 garçons, et pour moi, ce train-là, c'est aussi un enfant. TGM, 3 lettres magiques qui, pour beaucoup, ont longtemps suffi pour une grammaire du vivre ensemble. On a tous un lien avec le TGM, d'abord parce que ce TGM était une espèce d'outil qui nous permettait d'abattre les barrières entre les différentes classes. Il y avait un certain cérémonial. Lorsque l'on prenait le TGM, on était censé bien s'habiller parce que nous allions travailler, nous allions à Tunis. On avait l'impression d'être sur une scène de théâtre, en fait. On était tous en représentation, mais de manière inconsciente. Dans le TGM, nous n'étions ni juifs, ni chrétiens, ni musulmans. Il y avait une espèce d'amalgame qui se faisait de rencontres. Des amitiés pouvaient se créer, des couples pouvaient se créer. Et le seul endroit où il y avait effectivement des choses qui pouvaient se passer, des liens qui pouvaient se créer entre les communautés, entre les gens, entre les individus, c'était dans le TGM. Parce qu'il y a effectivement cette espèce de promiscuité, on se rapproche, on se touche. Première étape, et la plus ancienne, sur les 18 du trajet, la Goulette. Un ancien port de pêche, fief des communautés juives et italiennes de Tunis. Jacob Lelouch est goulettois depuis 25 générations. Il est fier d'une spécialité locale, le melting pot, qui ici commence par l'architecture. Ces architectures complètement anarchiques, où tu as un style qu'on ne peut même pas définir. Tu as un style gréco-romain mélangé à... C'est ce que j'appellerais une ruine neuve. C'est un nouveau concept architectural. La Goulette a connu son âge d'or dans les années 50 et 60. Une période où plusieurs communautés partageaient les joies du bord de mer. On vient chercher un morceau de bonheur et de bien-être à travers d'abord les bains, la mer, la chaleur, le partage. Ils viennent chercher aussi une forme de gastronomie ou de gourmandise ou de cuisine. On vient manger les produits de la mer, le poisson. Être né à la Goulette, c'est un peu comme un virus en fait.
Ça ne vous abandonne pas. Beaucoup de choses ont changé à la Goulette. La communauté juive a émigré en masse au fil des décennies. Les Italiens ont fait leur bagage après la nationalisation de leurs biens par Bourguiba en 1964. Mais le charme opère quand même pour les Tunisois d'adoption, surtout du balcon. Rien que ce paysage, de jour mais aussi de nuit, me calme et m'apaise. Comme tout un chacun, j'ai aussi des crapes dans la tête, j'ai aussi des angoisses, j'ai aussi, n'est-ce pas? Bon, voilà. Et ceci m'enchante, en quelque sorte, voilà. Alors, le fameux train passe par là-bas, voilà. On le voit là-bas, il passe assez régulièrement. Enfin, il passait régulièrement. Maintenant, depuis la Révolution, tout est irrégulier. Et c'est pour ça que les choses sont en train de se reconstruire. Hein, et qu'il y a cette recherche, voilà. L'écrivain a jeté l'ancre en Tunisie depuis une dizaine d'années. Il prenait le train tous les jours à la station de Sidi Bou Saïd, l'un des plus beaux villages de la côte. Sur le chemin du travail, le TGM le faisait traverser Carthage, l'antique cité rivale de Rome, la patrie du stratège Hannibal. Mais ce sont avant tout ces rencontres dans le train qui l'ont inspiré pour une série de nouvelles. Je crois que j'ai commencé vraiment à aimer ce pays dans le TGM. Vraiment. Quand je suis arrivé ici pour diriger les médiathèques françaises de Tunisie, j'avais pas de voiture. Et donc j'allais venir dans le TGM. Et c'est comme ça que j'ai pu rencontrer des gens comme vous. Ici, c'est vrai. Un sourire, tout s'ouvre. Il a toujours fonctionné, le TGM. Durant la Révolution, il a toujours fonctionné. Pour moi, il symbolise plutôt la continuité. Un baie, la colonisation. Une indépendance, la révolution. Le TGM aura traversé l'histoire de la Tunisie avec la même obstination tranquille. Et aujourd'hui, il dessert toujours les palais. Voilà le palais du président, où il y a les drapeaux, voilà les drapeaux. Terminus, Marsa-Plage, la station balnéaire huppée au bout du voyage. Pour Ismaël, le conducteur, c'est 5 minutes de pause, mais aussi l'air du large et une odeur de liberté. Je viens toujours ici pour voir la mer, c'est très charmant. La mer et la montagne, c'est vraiment... ça fait du bien. En l'occurrence, c'est dans la montagne qu'on vous emmène maintenant. Comme promis, on va rejoindre Christelle. Elle habite dans le Var et son invitation personnelle, on y a tout de suite répondu. Elle nous amène à Roquebrune-sur-Argent, un petit village à 20 minutes de Fréjus, pour découvrir son rocher, le rocher de Roquebrune. Grâce à elle, on va s'éloigner des chemins de randonnée traditionnels pour y découvrir le secret du rocher. Nous partons de Fréjus, au bord de mer, pour remonter dans les terres direction le nord et atteindre 20 minutes plus tard le petit village de Roquebrune-sur-Argent. Là, on découvre cette montagne du Var qui s'élève à 373 mètres. Sa couleur rouge originale varie selon la lumière et se détache bien du paysage et du ciel. J'adore cet endroit, ce rocher. J'y vais plusieurs fois par semaine. Si on le regarde bien, si on l'écoute, on s'aperçoit que c'est pas une montagne comme les autres. Cet endroit me fait plaisir. J'aime le partager avec mes proches, avec mes amis. Voilà, c'est un lieu de partage, voilà, d'émotion. Il y a quelques années, j'ai fait un burn-out. Et ce qui m'a vraiment sauvée, et ça je le conseille à tous les gens qui ont des baisses de morale, des angoisses, etc., c'est de marcher. De marcher dans l'endroit qui leur parle le plus.
On va aller vers le rocher. C'est une promenade avec des petits sentiers qui se rétrécissent, qui s'élargissent, avec des marches naturelles en pierre. On passe à travers les rochers, on passe sous des arbres, on passe sous des cavités. Je voyage. Là, ici, ça m'évoque des paysages américains, couleur du Colorado un petit peu. Les rochers ont des formes particulières. On peut voir des formes humaines, des têtes. On peut imaginer ce qu'il y a dans la grotte là-bas. C'est pas uniquement un rocher, il y a plein d'endroits en un seul site. Une autre ambiance. On est dans les sous-bois. La mousse a envahi les rochers, les arbres. C'est assez étonnant dans notre région où il fait très sec. C'est vraiment un endroit que je trouve étrange, mystérieux. Il y a beaucoup d'arbres tortueux ici qui poussent. Il part comme ça. Derrière, il y en a un qui est rentré, plié dans le rocher et il pousse. Et une vraie force de la nature. Nous sommes à Notre-Dame de la Roquette. C'est un ancien couvent. Et dans le temps, il paraît que ça s'appelait Notre-Dame des Spasmes. C'était un endroit où l'on amenait les enfants morts-nés pour les ressusciter quelques fractions de seconde pour les baptiser. Parce que dans le temps, les gens pensaient qu'effectivement, pour entrer au paradis, il fallait être baptisé. Et donc c'est vrai que c'est un lieu étrange un petit peu parce que il va y avoir pas mal de gens malheureux qui sont venus ici. Enfin, je sais pas, voilà, moi c'est ce que je ressens. C'est un lieu qui m'attire. J'aime bien venir par curiosité, malsaine sûrement. Je le conseillerais à des gens qui ont une vraie sensibilité avec la nature, avec l'histoire. Des gens qui savent regarder un petit peu d'une façon différente et puis continuer à respecter les lieux et puis à le préserver le plus longtemps possible. Mais on sait que vous saurez, vous aussi, le préserver si vous vous y rendez. Si, comme Christelle, vous voulez partager avec nous un endroit qui a changé votre vie, écrivez-nous et racontez-nous pourquoi ce lieu est si spécial pour vous. Nous viendrons le filmer. On se fait chaque jour un plaisir de lire vos messages, que ce soit sur les réseaux sociaux ou à cette adresse arte.tv/invitation au voyage. Alors, en attendant de vous retrouver très vite, je prépare ma valise pour de nouvelles destinations. Bisbald et bel après-midi sur Arte.